Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth, Bonjour. Fallon et Sanders. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as un invité. Oui, j'ai un invité, monsieur Joe. Enfin, Joe Dioumi Mubasango. Voilà, Joe Dioumi Mubasango. Il est député de la transition. Député de la transition, connu politique. sous le pseudonyme de Joe Da Crazy Boy. Il est un acteur politique. Voilà, un acteur politique qui, aujourd'hui, on n'est plus à présenter. Il a été dernièrement, d'ailleurs, on va revenir sur cette question en rapport avec, il avait été nommé porte-parole de l'UDI, si tu te rappelles. Voilà, donc on reviendra dessus. Mais également, on l'a invité ce matin pour parler de l'actualité du moment, en rapport non seulement avec ce qu'on connaît en ce qui concerne les déguerpis de Plein-Oretti, mais aussi et surtout avec l'interprétation qu'il y a aujourd'hui de l'article 82 du code électoral, du nouveau code électoral. Monsieur Dioumi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là, parce que je sais qu'en étant là, il y a des milliers de gens qui vont suivre mon propos. Donc je félicite votre professionnalisme et surtout l'ambiance ici dans ce studio. Je suis toujours heureux d'être là. Voilà. Merci. Mosley. Alors, Joe Dioumi Mubasango, aujourd'hui nous nous prêtons à aller vers l'élection législative et locale qu'on a annoncé et jumelé. La première question qu'on s'en va vous poser, quelle est aujourd'hui la situation de l'UDI? Êtes-vous toujours membre ou vous êtes parti aussi? Je pense avoir été précis sur ce cas. J'ai indiqué dans une précédente émission que je ne faisais plus partie des effectifs de l'UDIS depuis janvier 2025, parce que je suis parti à l'UDIS pour faire de la politique. Mais l'orientation du parti, à un moment donné, a été une orientation judiciaire de la défense du président de ce parti, n'étant pas compétent pour les questions judiciaires. Donc j'ai trouvé que ma place n'était plus là-bas. En plus de ce fait-là, je ne partageais pas l'orientation politique du parti, parce qu'il faut être quand même très clair. Par exemple, au niveau du référendum, le vote qui avait été fait à l'intérieur du parti avait dégagé une majorité pour soutenir le oui, parce que la plupart de nos amendements dans le draft constitutionnel qui avait été présenté avaient été pris en compte. Et donc, personnellement, je le dis comme ça, avec beaucoup de sympathie, j'ai été surpris de la position du parti. Mais je suis un Africain et j'ai démissionné dans le silence parce que je ne voulais pas que ma démission fasse du bruit et que ce soit interprété comme étant un coup porté au président de ce parti dont je ne fais plus partie. Voilà. Alors, vous avez suivi l'actualité comme bon nombre d'acteurs politiques, mais également en ce qui concerne l'opinion. Il se trouve que dernièrement, il y a eu le mouvement de casse et qui a conduit au déguerpissement des populations habitant le bassin versant de la vallée Sainte-Marie, qu'on appelle derrière Mbolo, derrière l'Assemblée nationale, derrière les ambassades de Chine, du Liban et de la Russie. Sauf qu'on n'a pas suffisamment entendu les parlementaires, en dehors de quelques-uns. On peut prendre par exemple le cas de Lionel Lengonga ou encore de Geoffroy Fumbula. Mais dans l'ensemble, les députés ne se sont pas prononcer là sur le sujet. Quel est votre avis sur la manière dont cette opération s'est déroulée? Bon, d'abord, la première chose, là je parle pour moi, nous avons été surpris de l'accélération de l'opération de casse. Et deuxième chose, l'Assemblée nationale ne s'est pas emparée du dossier parce qu'il n'avait pas un dossier qui nous renseignait sur la situation exacte de nos compatriotes à Plein-Oretti. Et je pense qu'il faut être prudent sur ce cas, parce qu'il y a des vérités et de contre-vérités.
La vérité, c'est celle qui a été révélée par le ministre en charge, le ministre de l'Habitat, qui a expliqué qu'un certain nombre de compatriotes avaient été indemnisés. Il a justifié son propos par un rapport qui lui a été transmis par un huissier de justice, mais qui concernait 100 personnes, alors que en regardant la situation derrière, on peut s'imaginer qu'il ne s'agit pas simplement de 100 habitations derrière, il y a forcément beaucoup plus. Alors on ne sait pas où se cache la vérité. Est-ce que l'État a dégagé les moyens pour indemniser tout le monde et celles et ceux qui ont exécuté cette tâche ont indemnisé une partie des populations et ensuite on fait croire que tout le monde avait été indemnisé? Ou est-ce que l'État a voulu montrer les muscles parce que l'opération devenait difficile? Il fallait donner un signal pour que dorénavant, sur le territoire national, on sache que l'État a quand même ce pouvoir-là de lancer des projets de modernisation de notre pays. Mais nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de telles opérations, il faut se rassurer que les gens aient été recensés. Ceux qui ont des parcelles, ceux qui ont des titres fonciers vont être soit relogés quelque part, ou on leur donne des parcelles de terre, ou on les reloge si jamais ils avaient des habitations. Ceux qui n'en ont pas, parce que nous sommes un pays où la négociation prime, il faut négocier, trouver un consensus, c'est-à-dire qu'on n'indemnise pas un homme qui a un titre foncier et une maison comme un homme qui n'a pas de titre foncier, mais qui est quand même là depuis de nombreuses années. Donc bref, c'est un dossier que je ne comprends pas. Et c'est un dossier extrêmement violent et brutal, la façon dont les choses ont été menées. Hier, j'étais à la banque. Et j'ai rencontré une jeune dame, une banquière, celle qui m'a servi, qui m'a dit qu'elle faisait partie de ces personnes-là qui ont été cassées. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais été locataire de sa vie. Elle a toujours habité dans sa propre maison et que c'est à la suite de cette opération de déguerpissement qu'elle va expérimenter le fait d'être locataire. Et ça déstabilise sa vie avec son époux, en plus du fait qu'elle soit enceinte en ce moment. Donc il y a le fait de respecter la loi, le fait d'être humain aussi, parce qu'on ne gouverne pas des infrastructures ou des ruelles ou des routes, on gouverne des hommes et des femmes. Il faut entendre le cri de détresse de ces personnes-là, et je pense que c'est ce que le président de la République a fait en allant au plus près de la réalité. Et j'ai vu mon petit frère Grévis Ovono qui, je pense, est tout à fait à l'aise avec ce dossier parce que son argumentaire est documenté et je pense qu'il a pu exprimer au président de la République quelle est la réalité de ce dossier. Mais beaucoup estiment que... Il y a beaucoup d'opposants qui ont pris l'affaire à bras le corps, qui ont fait une sorte de récupération pour se donner une visibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les Gabonais vont tirer les conséquences de cette récupération politique. Lorsqu'on parle de la vie des Gabonais, parce qu'il s'agit bien des terrains, il s'agit de maisons, des commerces. On n'a pas le droit de venir faire de la récupération politique. Lorsque vous ne pouvez pas aider à la solution, vous ne pouvez pas vous présenter pour raconter des histoires juste simplement parce que vous voulez avoir un crédit politique. Il faut savoir que la solution qui sera trouvée dans ce dossier des déguerpis, des hommes et des femmes qui ont souffert dans leur chair parce qu'ils ont construit des maisons qu'ils ont vues être détruites, la solution se trouve avec l'État, avec l'action de l'État, avec l'action du gouvernement, avec l'action du président de la République, pas ailleurs. Donc tout homme politique qui a été à l'élection présidentielle et qui vient faire de la récupération politique, les Gabonais doivent en tirer les conséquences. Beaucoup pensent que le fait que le président soit allé tardivement sur le site, c'est un peu un aveu de culpabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense qu'il n'y avait pas un délai. Pour que, je ne sais pas, ceux qui disent ça doivent nous montrer quel a été le délai prescrit au président de la République pour être sur les lieux. Je pense qu'avant le président de la République, il y a eu le ministère de l'Habitat qui est allé sur les lieux. Le président de la République est
l'autorité est le dernier recours. Il doit recouper l'information. À partir du moment où il a toutes les parcelles d'information de la réalité et du mensonge, il peut se rendre sur le lieu. Donc je pense que il vaut mieux tard que jamais, surtout lorsqu'on a perdu une maison, lorsqu'on a perdu un terrain. Donc celles et ceux qui ont été impactés par cette opération ne diront jamais que le président est venu trop tard, parce que la solution se trouve dans les mains du président de la République, donc dans les mains de l'État gabonais. Alors, sur un tout autre plan, il y a quelques jours... Oui, tu avais une question? Sur un tout autre plan, on a depuis quelques jours une polémique qui gonfle. Et d'ailleurs, vous avez été un des contributeurs à ce débat en rapport avec la sortie de votre collègue, d'ailleurs, M. Leyama, qui a fait une publication sur les réseaux sociaux indiquant que l'article 82 interdisait à un candidat indépendant, en son alinéa 3, de pouvoir créer ou adhérer à un parti politique. Bon, c'est vrai que le texte lui-même parle beaucoup plus d'adhésion, mais il se trouve que le candidat au Brix côté Oligingema a été élu sous la bannière d'un indépendant et qu'il y a aujourd'hui des informations qui pilulent dans l'opinion disant qu'il entend créer une formation politique. Cet article-là, quelle est l'interprétation qu'on peut réellement en faire aujourd'hui? Est-ce que il s'agit de la possibilité, est-ce que le président a la possibilité de créer une formation ou pas? Ou est-ce qu'il peut créer un parti sans y adhérer selon les débats qui sont menés aujourd'hui? Bon, la première chose qu'il faut savoir sur le dossier, c'est qu'on travaille sur une hypothèse. Nous n'avons pas encore une déclaration du président de la République qui indique qu'il va créer un parti politique. Donc on travaille sur des rumeurs parce que les uns et les autres sont convaincus qu'il y a un parti présidentiel qui se met en place et ce serait le parti du président de la République. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on gouverne un pays, ce n'est pas simplement un acte administratif. Ce ne sont pas seulement les décisions que le président prend ou alors la mise en œuvre des politiques publiques par le gouvernement, mais c'est aussi une sorte d'éducation populaire, éducation politique qui doit être menée par un parti. Et donc, tenant compte de ce que je viens de dire, moi je pense que le président de la République, sur le plan politique, a le devoir d'avoir un parti, parce que c'est ce parti-là qui va conduire sa politique, expliquer sa politique, parce que quand on veut réformer un pays, il y a des gens qui sont contents, il y en a aussi qui sont mécontents, il faut faire un tout petit peu de la pédagogie. Et le lien, je l'ai expliqué quelque part, le lien entre la population et un gouvernant, en l'occurrence le président de la République, dans l'opinion peut facilement s'effriter. Vous avez vu que le président de la République actuelle a traversé plusieurs polémiques. D'abord sur l'extraction judiciaire de la famille Bongo, ensuite sur le rendu de la Cour internationale de justice sur l'île Banier, Cocotier et Konga, et dernièrement sur les déguerpis de Plein-Oriti. Et de toutes ces polémiques, en dépit du fait que le président ait eu des alliés lorsqu'il s'agissait du référendum pour le oui. Il y a les partis politiques qui ont soutenu le président de la République. Lorsqu'il s'agissait de l'élection présidentielle, il y a des partis politiques qui ont pris position pour soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligingema. Il s'avère quand même qu'en traversant toutes ces politiques, on n'a vu personne, ni une association, ni un parti politique prendre position pour essayer d'atténuer les choses. Donc moi, je suis convaincu que le président de la République a besoin d'un parti politique pour faire de la pédagogie politique. Maintenant, pour revenir à votre question. Vous savez, quand on fait la loi, il y a le contexte, il y a l'environnement. À l'Assemblée nationale, il y a des mémoires. Il y a des hommes et des femmes qui sont là depuis longtemps. Il y a des archives. Et personnellement, je me suis rapproché de Madame Albertine Maganga Moussavou, justement sur cet article 82, alinéa 3, pour lui poser la question, mais en fait, que voulait résoudre comme problème cet alinéa? Elle m'a dit qu'il s'agissait de la transhumance politique, parce que lorsqu'on allait aux élections, il y avait des majorités qui se dégageaient, des hommes et des femmes qui étaient élus, mais à la suite de cette élection, le jeu des indépendants qui faisait que des indépendants
pouvaient adhérer à des partis politiques. Donc, donner une majorité à un parti politique qui avait été battu. Il fallait que le législateur se prononce pour arrêter cet état de fait. Donc, la réalité de l'interprétation politique de cette disposition du Code électoral, c'est que et les élections législatives et les élections locales, où on exerce le pouvoir dans les assemblées, le législateur a voulu empêcher la formation des majorités qui n'ont pas été désignées par le peuple gabonais. Donc, si on doit faire une lecture de cet article 82 du Code électoral en son alinéa 3, il faut savoir qu'il s'agit justement des députés et bien sûr des conseillers municipaux et départementaux pour éviter que des majorités qui n'ont pas été actées par la population gabonaise soient actées par le jeu des démissions. Est-ce que ce n'est pas une simple interprétation? Moi, je trouve que c'est là tout à fait d'accord. Il faut éviter la transhumance politique. Oui, mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une simple interprétation dans la mesure où on peut interdire, mais le chef de l'État aussi peut vouloir adhérer à une formation, peut créer un parti, et ça peut créer un nouvel équilibre géopolitique sur le plan national. Est-ce qu'à ce moment-là, si Oligui Nguema venait à créer son parti, on ne va pas être hors la loi? Bon, d'abord, il faut faire jurisprudence. C'est-à-dire que dans notre pays, on a des cas de transhumance politique qui concernent des députés, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été élus à l'élection des députés et qui adhèrent ensuite au parti politique, ou des hommes et des femmes qui ont été élus en tant que conseillers municipaux d'un parti politique, mais qui finalement viennent à voter un autre parti politique ou adhérer à un autre parti politique. Il n'y a jamais eu dans notre pays un cas de transhumance politique qui concerne le niveau de l'élection présidentielle. Parce que vous savez, la loi vient résoudre une difficulté ou vient résoudre une difficulté d'interprétation. Donc si on s'en tient à la jurisprudence, eh ben, il s'agit bien de l'élection législative et l'élection locale. Mais maintenant, l'interprétation ou les dispositions de l'article 82 du Code électoral en son alinéa 3 laisse quand même une ouverture qui peut permettre à certains hommes politiques de mauvaise foi d'interpréter cette disposition comme étant applicable au président de la République. Or, dans les alinéas précédents, donc l'alinéa 1 et l'alinéa 2, vous voyez que le contexte et le champ d'application est réservé à l'élection des députés et à l'élection des conseillers municipaux et départementaux. Donc moi je dis ici que celles et ceux qui veulent se saisir de ce dossier sont de mauvaise foi. Parce qu'en réalité, qui peut faire annuler l'élection du président de la République? Et il faut savoir que la Constitution est la mère des lois. Elle est la norme supérieure. La Constitution explicite très clairement les cas d'une annulation de l'élection présidentielle du président de la République, c'est-à-dire par faute grave, par manipulation du vote, s'il y a une saisine qui est faite par un des candidats, au niveau de la Cour constitutionnelle, on peut invalider l'élection du président de la République. Et donc, si la Constitution, qui est la norme supérieure, est très claire sur le cas de l'annulation d'une élection présidentielle, ce n'est pas la norme inférieure, le code électoral, qui va venir ici pour invalider cette élection. Donc le président peut créer un parti et y adhérer sans perte de mandat. Le président, je répète, pour que les Gabonais m'entendent bien, si jamais le président voulait créer son parti politique, il pourrait et il peut le créer et y adhérer sans être opposé l'article 82 du Code électoral en son alinéa 3. Et qu'est-ce que ça veut dire, madame? À quel moment le président de la République, qui est un acteur politique, qui est le premier acteur politique de notre pays, pourrait-il créer son parti politique? Cela veut dire que jusqu'à la prochaine élection,
le président de la République est condamné à ne jamais créer le parti politique si on interprète la loi C'est telle pour que la durée du mandat. Et pour la durée du mandat. Est-ce que c'est fiable pour un président? Et quel est le président dans le monde entier qui a été élu démocratiquement et qui n'a pas créé de parti? Nous disons souvent que nous nous inspirons de la France, de la Constitution française. Vous voyez très bien que Emmanuel Macron, qui a été élu sur la bannière d'une association des différentes personnalités, a après créé son parti politique. Vous pensez qu'on aurait pu mettre une disposition dans la loi qui empêche ou qui empêcherait le président de la République de créer un parti politique? Est-ce que vous pouvez quand même reconnaître que cette disposition prête quand même à confusion dans l'opinion? C'est pour cela que le juge constitutionnel est le plus compétent pour trancher sur cette question. D'abord, je voudrais rappeler que s'il y a une saisine en annulation, elle doit être faite par les candidats à la présidentielle. C'est ce que la loi dit. Et elle doit être faite au moins 72 heures après que les élections ou les résultats provisoires aient été déclarés par le ministère de l'Intérieur. Or, dans le cas d'espèce, actuellement, nous sommes très loin de 72 heures et les contestations ou le fait de rappeler cet article 82, c'est pas fait par les anciens candidats à la présidentielle. Donc c'est pour cela que je parle de mauvaise foi. J'entends bien qu'il y ait quand même au niveau de l'interprétation la possibilité de tout y mettre, mais lorsqu'on regarde les alinéas précédents, lorsqu'on tient compte de la jurisprudence, il s'agit bien de l'élection législative et de l'élection locale. Merci, M. Djodjoumi Mbasango. Je rappelle qu'il recevait ce matin M. Djodjoumi Mbasango, qui est député de la transition. Mais bientôt, la transition, votre mandat n'est pas encore fini. Prononce-toi. On est bientôt à la Votre mandat n'est pas encore fini? Non, notre mandat sera fini avec le renouvellement de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez aller aux élections pour être un député légitimement élu? Je souhaite que Dieu m'accompagne pour être un député légitimement élu. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'ai déjà émis le souhait que Dieu m'accompagne. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.